Un continent d'une richesse historique incomparable. L'Afrique est le berceau de l'humanité et un vaste continent qui regorge de diversité culturelle, géographique, linguistique et historique. Deuxième plus grand continent après l'Asie, l'Afrique est souvent négligée dans les grandes narrations historiques, en particulier dans les contextes éducatifs occidentaux. Pourtant, son rôle dans le développement de la civilisation humaine est non seulement fondamental, mais aussi d'une richesse inouïe. Cette première partie de notre documentaire propose une plongée dans les origines de l'histoire africaine, en nous concentrant sur l'Antiquité, les premières civilisations du continent, et l'incroyable diversité géographique qui a façonné les sociétés humaines depuis des millénaires. Géographie africaine, un facteur déterminant de l'histoire. La géographie de l'Afrique a joué un rôle majeur dans la formation de ces premières sociétés humaines et de ces civilisations. Située au cœur du globe, traversée par l'équateur et bordée par la mer Méditerranée au nord, l'océan Atlantique à l'ouest, l'océan Indien à l'est et la mer Rouge au nord-est, l'Afrique offre une variété de paysages sans équivalent. Au nord, les chaînes montagneuses de l'Atlas bordent la Méditerranée. Juste au sud s'étend le Sahara, le plus grand désert chaud de la planète. Cette immensité aride a longtemps été une barrière naturelle entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, influençant profondément les échanges culturels, économiques et politiques entre ces deux régions. La région du Sahel, une zone de transition semi-aride entre le Sahara et les savanes plus humides au sud, fut historiquement plus fertile qu'aujourd'hui et a servi de berceau à certaines des premières pratiques agricoles du continent. Le long du Nil, fleuve majestueux s'écoulant du cœur de l'Afrique jusqu'à la Méditerranée, s'est développée l'une des plus grandes civilisations de l'histoire, l'Égypte antique. Mais l'Afrique ne se limite pas à l'Égypte. Plus à l'ouest se trouve le bassin du Niger, une autre grande zone fluviale propice à l'agriculture, au commerce et à l'émergence de puissants royaumes. À l'est, la région des Grands Lacs africains, où se trouvent des lacs majestueux comme le Victoria, le Tanganyika ou encore le Malawi, est marquée par des hauts plateaux volcaniques. Cette région est communément appelée le berceau de l'humanité, car c'est là que furent découverts certains des plus anciens restes fossiles d'hominidés, notamment en Éthiopie et au Kenya. Au centre se déploient les denses forêts équatoriales du bassin du Congo, traversées par le deuxième plus long fleuve d'Afrique, le Congo. Ce vaste réseau fluvial a favorisé l'émergence de sociétés prospères, même si moins connues des récits historiques traditionnels. Enfin, au sud, des savanes, des montagnes et des zones semi-désertiques comme le désert du Kalahari ou le Namib caractérisent un environnement riche en ressources minérales. Le sous-sol de cette région est célèbre pour ses gisements d'or, de diamants, de platine et d'autres métaux précieux. Les débuts de l'agriculture en Afrique. L'agriculture n'est pas née simultanément partout sur le continent africain. On estime que les premières pratiques agricoles ont émergé il y a environ 7000 ans, notamment dans la région du Sahel. Cette zone semi-aride entre désert et savane était autrefois plus humide, couverte de prairies, de lacs et de forêts, ce qui a permis aux premières communautés de cultiver le mil, le sorgho et d'élever du bétail. Malgré des conditions climatiques favorables à cette époque, le sol de la région n'était pas très fertile, et la pluviométrie était irrégulière. Cela limitait la productivité des cultures, empêchant l'émergence de grandes concentrations de population comme en Mésopotamie ou dans la vallée de l'Indus. Ainsi, l'agriculture fut longtemps pratiquée en complément de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Mais un événement majeur allait bouleverser les équilibres écologiques et humains, la désertification progressive du Sahara. Il y a environ 5000 ans, le Sahara, alors encore verdoyant, a commencé à se transformer en désert. Cette désertification a poussé les populations humaines à migrer vers des régions plus hospitalières, notamment les vallées fluviales comme celle du Nil, du Niger et du Congo. La vallée du Nil, berceau d'une grande civilisation. La vallée du Nil, longue bande fertile bordant le fleuve le plus long du monde, est sans doute le site le plus emblématique de l'Afrique ancienne. C'est là que se développa l'Égypte antique, l'une des premières grandes civilisations de l'histoire humaine. L'Égypte est souvent étudiée dans un contexte méditerranéen ou proche-oriental, et présentée comme une culture quasi-européenne dans les anciens récits historiques occidentaux. Cependant,
L'Égypte était d'abord et avant tout une civilisation africaine, profondément liée à ses voisins du sud, notamment la Nubie. Les dynasties égyptiennes, en particulier celle du sud, Haute-Égypte, partagèrent de nombreuses caractéristiques culturelles, religieuses et linguistiques avec leurs voisins africains. Les pharaons étaient considérés comme des dieux-rois, et le panthéon religieux égyptien comportait des divinités associées aux forces naturelles, aux animaux et aux ancêtres, des croyances proches des systèmes religieux d'autres cultures africaines. La Nubie et le royaume de Couche, les oubliés de l'histoire. Juste au sud de l'Égypte, sur le même cours du Nil, se trouvait la Nubie, une région riche en or, en ressources naturelles et en culture. Les anciens Égyptiens appelaient cette région Tasséti, ou Terre de l'Arc, en raison de la réputation des archers nubiens. L'une des premières civilisations nubiennes fut la culture de Kerma, vers 2500 à 1500 avenue Jésus-Christ, dont la capitale, Kerma, était un centre urbain impressionnant avec des temples en briques appelés des Fufas. Ces édifices massifs étaient ingénieusement construits pour résister à la chaleur, en utilisant des matériaux locaux qui favorisaient la circulation de l'air. Kerma s'est développée indépendamment de l'Égypte, mais les deux civilisations ont entretenu des relations complexes, échanges commerciaux, alliances temporaires, mais aussi conflits et invasions. Lorsque l'Égypte était affaiblie, la Nubie en profitait pour s'émanciper, et inversement. Au cours du nouvel empire égyptien, les pharaons lancèrent des campagnes militaires contre la Nubie, annexant le royaume de Kerma et le renommant Couche. Pourtant, loin de disparaître, la culture nubienne persista. Après l'effondrement de l'Égypte au Nouvel Empire, les Couchites regagnèrent leur indépendance et fondèrent un puissant royaume centré sur Napata, puis Méroé. Ils furent même suffisamment puissants pour conquérir l'Égypte et y établir la XXVe dynastie, dite dynastie couchite, ou dynastie des pharaons noirs. Le royaume de Couche et les pharaons noirs. Au 8e siècle avenue Jésus-Christ, l'Égypte était affaiblie et divisée. Le roi couchite Pianki, ou Pi, saisit cette opportunité pour lancer une campagne militaire en Égypte. Il conquit Memphis et Thèbes, unifiant la vallée du Nil sous son autorité. Ce fut le début de la XXVe dynastie, dirigée par des rois venus du sud, qui promurent une renaissance culturelle, artistique et religieuse. L'un des plus grands pharaons de cette dynastie fut Taharqa, célèbre pour avoir restauré d'anciens temples, encouragé l'art et ravivé les pratiques religieuses. Sous son règne, l'Égypte retrouva une prospérité similaire à celle du Nouvel Empire. Mais cette prospérité attira l'attention de l'Empire assyrien. Après plusieurs affrontements, les Assyriens finirent par envahir l'Égypte en 664 avenue Jésus-Christ, mettant fin à la dynastie couchite. Les rois couchites refluèrent alors vers leur cœur de territoire, dans la région de Méroé. Méroé devint la nouvelle capitale du royaume de Couche. Cette ville, éloignée de l'influence directe de l'Égypte, développa une culture propre, combinant héritage égyptien et tradition africaine. Elle fut aussi le centre d'un renouveau architectural, avec la construction de nombreuses pyramides, plus petites mais plus nombreuses que celles d'Égypte. En effet, on trouve aujourd'hui plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte. La civilisation de Méroé, puissance africaine méconnue. La Méroé antique maîtrisait le travail du fer, ce qui en faisait un centre industriel majeur de son époque. Son écriture méroïtique, inspirée des hiéroglyphes, reste en grande partie non déchiffrée à ce jour. La ville était également célèbre pour ses reines puissantes, appelées Candace, qui jouèrent un rôle politique et militaire significatif. Le royaume de Couche déclina progressivement, affaibli par des conflits commerciaux et militaires avec le royaume d'Aksum, aujourd'hui Éthiopie, qui finira par conquérir Méroé au IVe siècle de notre ère. Ainsi se clôt la première partie de notre documentaire, une Afrique ancienne déjà riche de royaumes puissants, d'innovations culturelles et d'échanges complexes. Une histoire trop souvent oubliée, mais essentielle à la compréhension du monde antique. La suite nous emmènera vers les rivages d'Aksum, les royaumes commerçants du Sahel et les routes transsahariennes, alors que l'Afrique entre dans le Moyen Âge avec une nouvelle dynamique, celle du commerce, de l'islam et de l'émergence d'empires commerciaux monumentaux. Partie 2, Afrique du Nord et de l'Ouest, développement médiéval.
De l'Antiquité au Moyen Âge, un monde en mutation. Au fur et à mesure que le monde antique cède sa place au Moyen Âge, l'Afrique entre dans une nouvelle phase historique marquée par des transformations majeures. Les royaumes de l'Antiquité, comme l'Égypte et le royaume de Couche, cèdent la place à de nouvelles puissances et de nouvelles dynamiques commerciales, religieuses et culturelles. Dans cette deuxième partie de notre documentaire, nous allons explorer en détail l'évolution du continent africain entre environ 600 et 1300 de notre ère, en nous concentrant principalement sur l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. L'introduction de l'islam, le développement des routes commerciales transsahariennes, la montée en puissance d'empires comme le Ghana ou le Mali, et la floraison des cités-États swahili sur la côte africaine, redéfinissent l'histoire africaine. Ce sont des siècles de transition, de prospérité, d'innovation et parfois de conflits. L'islam en Afrique du Nord, une révolution spirituelle et politique. L'une des transformations les plus profondes de cette période fut l'introduction et l'expansion de l'islam sur le continent africain. L'islam naît au début du 7e siècle dans la péninsule arabique. Rapidement, sous les califats rachidins, puis umayyads, l'empire islamique s'étend à une vitesse fulgurante, notamment vers l'ouest. En 641, les Arabes conquièrent l'Égypte, mettant fin à près de 700 ans de domination gréco-romaine. La capitale est déplacée d'Alexandrie à Fusta, aujourd'hui le Caire, mieux protégée contre les attaques maritimes. Les Arabes, bien qu'originellement peu intéressés par la mer, poursuivent leur expansion terrestre vers l'ouest, en suivant la côte méditerranéenne. Cette avancée est freinée par les Berbères, peuples autochtones de l'Afrique du Nord, qui résistent farouchement à l'invasion. Mais peu à peu, des alliances se forment, des chefs berbères se convertissent à l'islam, et l'expansion arabe se poursuit jusqu'au Maghreb extrême et la péninsule ibérique, franchissant le détroit de Gibraltar en 711. Les Berbères, désormais islamisés mais conservant leur culture, deviennent les acteurs clés de l'expansion de l'islam vers le sud, à travers le désert du Sahara. Le rôle des Berbères et du commerce transsaharien. Les Berbères, nomades et sédentaires, jouent un rôle essentiel dans l'économie, la religion et la culture de l'Afrique médiévale. Appartenant à la famille des langues afro-asiatiques, comme l'arabe et l'égyptien ancien, ils développent un réseau commercial complexe qui relie l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Pendant des siècles, le Sahara a été une barrière naturelle presque infranchissable. Mais l'introduction du chameau, probablement dès le IIIe siècle mais pleinement exploitée dès le 8e siècle, change radicalement la donne. Capable de survivre plusieurs jours sans eau, de porter de lourdes charges et de s'adapter aux rigueurs du désert, le chameau devient l'élément central du commerce transsaharien. Grâce à ses nouvelles capacités de transport, les produits du Sud, or, esclaves, ivoire, noix de cola, plumes d'autruche, sont échangés contre les produits du Nord, sel, tissus, chevaux, armes, perles, objets de luxe. Ces routes relient les grands centres commerciaux du Maghreb à ceux de l'Afrique de l'Ouest. Ce commerce ne fait pas que transporter des biens. Il transporte aussi des idées, des technologies, des cultures et surtout des religions. L'islam se diffuse ainsi lentement dans les grandes villes du Sahel, d'abord par les marchands, puis adopté par les élites locales. Le royaume du Ghana, c'est 300 à 1200, le pays de l'or. Le premier grand empire d'Afrique de l'Ouest dont nous avons connaissance est le royaume du Ghana, également appelé l'empire Ouagadou. Fondé probablement vers le 3e ou 4e siècle de notre ère, il atteint son apogée entre les 9e et 11e siècles. Il ne faut pas le confondre avec le Ghana moderne, le royaume se situait plus au nord, dans l'actuelle Mauritanie et le sud du Mali. Les fondateurs du royaume étaient les Soninké, un peuple mandé qui parlait une langue du même groupe. Le Ghana contrôlait le cœur du commerce transsaharien, en particulier le commerce du sel et de l'or. L'or provenait principalement des mines de Bambouk, situées au sud de l'empire. Ce métal précieux était exporté vers le nord, tandis que le sel, vital pour la conservation des aliments et la santé, était importé du désert, notamment des mines de Tagaza. Les rois du Ghana, appelés Ghana ou Tinka, contrôlaient strictement le commerce. Ils percevaient des taxes sur les produits importés et exportés, et sur les marchandises circulant à l'intérieur de leur territoire.
Cette taxation astucieuse générait des richesses immenses. Les Arabes surnommaient cette région le pays de l'or. La capitale de l'empire, Koumbi Saleh, était divisée en deux villes, l'une habitée par les autochtones avec leur palais royal, l'autre par les marchands et étrangers, notamment musulmans, venus du nord. Bien que les rois du Ghana soient restés fidèles à leurs croyances traditionnelles pendant longtemps, ils ont toléré l'islam et entretenu de bonnes relations avec les commerçants musulmans. Certains membres de l'élite finirent par se convertir à l'islam. Cependant, à partir du XIe siècle, le royaume du Ghana commence à décliner. Plusieurs raisons expliquent cette chute: les changements dans les routes commerciales, la pression militaire d'autres royaumes et l'invasion supposée des Almoravides, un mouvement religieux berbère rigoriste, en 1076. Même si cette invasion n'a peut-être pas été aussi destructrice que le disent certaines sources arabes, elle a contribué à affaiblir le royaume. Gao, Djenné et les cités marchandes de la boucle du Niger. Parallèlement au déclin du Ghana, d'autres cités commencent à émerger dans la région de la boucle du Niger, notamment Djenné, fondée autour de 250 avenue Jésus-Christ, et Gao, qui deviendra capitale de l'empire Songhai plus tard. Djenné était déjà un centre commercial florissant, avec des maisons construites en briques d'argile séchées au soleil, appelées banco. La technique de construction traditionnelle permettait de maintenir les habitations fraîches malgré la chaleur intense. La ville était un carrefour important reliant les produits du sud, poissons, produits forestiers, avec ceux du nord. Gao, quant à elle, est fondée par les Songhai, peuple mandé également. Elle devient très vite un centre politique et économique d'importance, notamment grâce à sa position sur le fleuve Niger. L'expansion de l'islam en Afrique de l'Ouest. L'islam progresse lentement mais sûrement. Introduit par les marchands berbères et touaregs, il est adopté d'abord dans les villes commerçantes où il facilite les échanges et confère un prestige culturel. La langue arabe devient une langue commerciale et religieuse importante. Des écoles coraniques, madrasas, sont créées, et les élites font venir des lettrés et des imams du Maghreb. La religion traditionnelle africaine ne disparaît pas pour autant. Elle reste vivace, surtout dans les campagnes et les villages, où l'on continue d'honorer les esprits des ancêtres, de pratiquer la divination, et de consulter les griots pour la mémoire historique. Avec le temps, un syncrétisme religieux se développe. Dans certaines sociétés, on pratique simultanément l'islam et les rites traditionnels. Les souverains musulmans autorisent souvent les cultes anciens, à condition qu'ils n'entravent pas leur pouvoir ou ne contredisent pas l'ordre social. Ce phénomène de syncrétisme sera un trait marquant de l'islam africain, qui prendra une forme unique, mêlant tradition locale et valeurs islamiques. L'essor de la côte Swahili, Afrique de l'Est. Pendant ce temps, sur la côte orientale de l'Afrique, un autre monde émerge, celui des cités-États Swahili. Ces villes, comme Kilwa, Mombasa, Zanzibar, Sofala et Lamu, sont issues d'un long processus de métissage entre Africains bantous et marchands arabes et perses. Dès le 1er siècle, des échanges commerciaux existaient déjà entre la côte africaine et les civilisations de l'océan Indien. Mais c'est à partir du 8e siècle que les contacts s'intensifient, avec l'installation de commerçants musulmans. Ces derniers apportent avec l'islam, l'écriture arabe, de nouvelles formes d'architecture, ainsi que des objets de luxe, porcelaine chinoise, tissus indiens. Ces échanges sont facilités par les vents de mousson, qui permettent aux navires de voyager de l'Inde ou d'Oman vers la côte africaine en été, et de repartir en hiver. Les villes swahili deviennent les points d'interconnexion entre l'intérieur du continent et l'Asie. Le swahili, une langue bantoue fortement influencée par l'arabe, devient la langue de commerce. L'architecture de ces villes présente une forte influence arabo-musulmane, maisons en pierre de corail, mosquées avec minarets, palais fortifiés, etc. Chaque ville swahili est un État indépendant, souvent dirigé par un sultan. Les rivalités sont fréquentes, mais elles partagent une culture commune. Kilwa, en particulier, atteint une grande prospérité au XIIIe siècle grâce au commerce de l'or venu de l'intérieur, notamment du Zimbabwe, et est décrite par Ibn Battuta comme une ville splendide. Conclusion de la partie 2. Entre le 7e et le XIIIe siècle, l'Afrique connaît une véritable transformation.
Le Sahara, longtemps vu comme une barrière, devient une mer de sable sillonnée de routes commerciales vitales. L'islam devient une force religieuse, culturelle et politique qui pénètre jusqu'au cœur du continent. De grandes civilisations apparaissent, comme le Ghana, et d'autres se préparent à émerger, comme le Mali. Sur la côte orientale, les cités swahili démontrent une capacité unique à mêler influences africaines et arabes, dans un monde interconnecté par le commerce. L'Afrique médiévale n'est pas un continent isolé ou stagnant, mais un espace dynamique, en dialogue constant avec le reste du monde, de l'Espagne musulmane à la Chine des Sognes. La prochaine partie de notre documentaire explorera cette montée en puissance des empires ouest-africains, notamment l'âge d'or du Mali, les villes légendaires comme Tombouctou, et les héritages culturels laissés par ces royaumes florissants. Partie 3, Royaumes médiévaux Ghana, Mali, Sangaï. La suprématie de l'Afrique de l'Ouest médiévale. L'Afrique de l'Ouest médiévale est une région où s'épanouissent de vastes empires, à la fois riches, puissants et structurés. Ces civilisations africaines sont bâties sur un socle d'échanges commerciaux florissants, de systèmes politiques élaborés, et d'une culture qui allie tradition, religion, art et science. La partie 3 de notre documentaire explore en profondeur l'âge d'or de ces puissances africaines, les empires du Ghana, du Mali, du Sangaï, ainsi que les sociétés forestières du Sud. Nous verrons comment ces royaumes ont su profiter des routes transsahariennes, comment l'islam et les traditions africaines ont fusionné dans les structures politiques et sociales, et comment des cités comme Tombouctou et Djenné ont brillé comme des phares culturels de tout le monde médiéval. Ce voyage au cœur du Sahel et de la savane révèle une Afrique méconnue, mais dont les accomplissements égalent ceux de bien des empires d'Europe ou d'Asie à la même époque. Le Ghana, l'empire fondateur, rappel et expansion. Déjà évoqué dans la partie précédente, l'empire du Ghana ou Ouagadougou constitue la matrice politique, commerciale et culturelle qui servira de base aux empires suivants. Sa domination s'étend du 3e au 13e siècle. Installé dans la région de la boucle du Niger, cet empire profite de sa position stratégique entre les régions riches en nord au sud et les routes commerciales transsahariennes vers le nord. Le Ghana est organisé selon une monarchie forte, où le roi, le Ghana, détient l'autorité suprême, tant religieuse que politique. Il règne depuis la capitale Koumbi-Saleh, une ville double, une partie résidentielle traditionnelle et une autre dédiée aux marchands et étrangers, notamment les musulmans venus du Maghreb. Le roi n'est pas musulman, mais tolère la pratique de l'islam, ce qui facilite les relations commerciales et diplomatiques avec le monde arabo-musulman. L'économie repose sur 3 piliers, l'or, le sel et l'esclavage. Le sel, essentiel à la conservation des aliments et à l'équilibre alimentaire, est acheminé du nord par les caravanes berbères. L'or provient des mines du sud, Bambouk, Bourré, et est stocké sous le contrôle royal. Quant à l'esclavage, il alimente une demande croissante dans le monde islamique, en particulier pour les domestiques, les soldats et les travailleurs agricoles. La chute du Ghana, amorcée au XIe siècle, s'explique par plusieurs facteurs: pression militaire, almoravide, rivalités internes, changement des routes commerciales. Son effondrement laisse un vide que d'autres puissances vont bientôt combler. Le Mali eut l'âge d'or de l'Afrique de l'Ouest, 1230-1600. Fondation et ascension. Le Mali est l'un des plus grands et des plus riches empires de l'histoire africaine. Il s'étend du Sénégal à l'ouest jusqu'au Niger à l'est, englobant les anciens territoires du Ghana. Son fondateur, Sundiata Keïta, est un personnage mi-légendaire, mi-historique. Selon l'épopée de Sundiata, racontée de génération en génération par les griots, il aurait uni les peuples mandingues pour vaincre le roi sorcier Soumoro Kanté lors de la bataille de Kirina en 1235. Sundiata établit un système de gouvernement centralisé, avec un empereur appelé Mansa à la tête d'un vaste réseau de provinces gouvernées par des chefs loyaux. Il instaure un équilibre entre autorité centrale et autonomie régionale, et jette les bases de l'administration impériale. Il encourage l'agriculture, la justice, le commerce et le respect des traditions. Apogée sous Mansa Musa. Le règne le plus célèbre du Mali est celui de Mansa Musa, ère 1312 à 1337, petit-neveu de Sundiata. Ce souverain est resté dans les mémoires pour sa richesse légendaire,
sa dévotion à l'islam et son pèlerinage à la Mecque en 1324, qui marque un tournant historique. Le pèlerinage de Mansa Musa n'est pas seulement religieux, c'est une démonstration de puissance. Il voyage avec une caravane de milliers de personnes, distribue de l'or dans toutes les villes qu'il traverse, le Caire, Médine, la Mecque, provoquant même une dévaluation temporaire de l'or en Égypte. Cette opulence attire l'attention du monde méditerranéen et met l'empire du Mali sur les cartes européennes, notamment la célèbre mappa Mundi catalane de 1375. Sous Mansa Musa, l'islam devient la religion officielle de la cour, bien que les traditions ancestrales restent largement pratiquées dans les campagnes. Il construit des mosquées, notamment à Tombouctou et à Gao, et fait venir des architectes et savants d'Égypte, d'Andalousie et du Maghreb. L'université de Tombouctou est le rayonnement intellectuel. La ville de Tombouctou devient un centre d'apprentissage islamique de renommée mondiale. Elle abrite l'université Sankoré, une des plus anciennes du monde, où des milliers d'étudiants étudient le Coran, la jurisprudence, les mathématiques, la médecine, l'astronomie, la poésie, etc. Des milliers de manuscrits sont produits et conservés dans des bibliothèques privées. Ces textes, souvent écrits en arabe ou en ajami, arabe écrit avec des langues africaines, témoignent d'une grande tradition savante. La ville attire des érudits de tout le monde islamique et devient un phare culturel pendant plusieurs siècles. Organisation de l'Empire. Le Mali est organisé de façon très hiérarchique. Le Mansa, empereur, détenteur du pouvoir absolu, souvent divinisé. Les Farba, gouverneurs de province nommés par le Mansa. Les nobles et chefs de clan, dirigent les villages et collectent les taxes. Les commerçants, classe respectée, souvent islamisés, actifs dans les routes transsahariennes. Les artisans, forgerons, tisserands, potiers, très valorisés. Les captifs, esclaves de guerre ou nés dans la servitude, utilisés pour les travaux agricoles, domestiques ou militaires. La prospérité repose sur un système agricole performant, riz, mil, sorgho, un réseau commercial intégré et un code d'honneur structuré, charte du Mandé, selon la tradition. Déclin. À la mort de Mansa Musa, l'empire continue pendant quelques décennies, mais entre ensuite en déclin à cause de luttes de succession, de révoltes internes, de la fragmentation territoriale et de la montée d'un rival, le Songhai. L'empire Songhai, la dernière grande puissance, c'est 1464-1591. Origine et fondation. Les Songhai sont un peuple mandé de l'est du Mali, ayant leur centre autour de la ville de Gao. Leur royaume existait déjà sous l'empire du Mali, mais prend de l'indépendance dès le début du XVe siècle. C'est sous le règne de Soni Ali, ère 1464 à 1492, que le royaume devient un empire. Soni Ali est un chef militaire charismatique. Il mène une série de campagnes militaires et conquiert Tombouctou, Djenné et de nombreuses villes stratégiques. Il défait les Touaregs, repousse les Peuls, soumet les Mossis et contrôle les routes commerciales vers le Sahara. Contrairement à ses prédécesseurs, Soni Ali se montre plus méfiant envers l'islam et gouverne avec pragmatisme. Il est soupçonné par les clercs musulmans d'avoir conservé des pratiques animistes. Askia Mohamed et l'islamisation de l'Empire. À la mort de Soni Ali, son successeur Askia Mohamed, ère 1493 à 1528, renverse la dynastie Soni et fonde la dynastie des Askia. Askia Mohamed se présente comme un fervent musulman. Il accomplit lui aussi le pèlerinage à la Mecque, renforce les institutions islamiques, fonde des écoles coraniques et structure un état bureaucratique impressionnant. Il nomme des gouverneurs régionaux, des juges, des inspecteurs, des trésoriers. Il centralise l'administration et perçoit des impôts réguliers. Il développe les liens diplomatiques avec le Maroc, l'Égypte, l'Empire ottoman. Apogée économique et intellectuel. Sous les Askia, Gao devient la capitale impériale. Tombouctou et Djenné continuent de briller par leurs universités, leurs bibliothèques, leurs érudits. Le commerce de l'or, du sel, de l'esclavage, de la cola et des produits artisanaux est à son apogée. Des marchands arabes, juifs, Peuls et Haoussa traversent tout le Sahel pour commercer.
Les routes caravanières relient l'Empire au marché du Maghreb, du Levant, et même de l'Europe. Déclin et invasion marocaine. Malgré sa grandeur, l'Empire Songhai souffre de querelles dynastiques, de tensions internes, et de l'émergence de nouvelles routes maritimes qui affaiblissent le commerce transsaharien. En 1591, le Maroc sous Ahmad al-Mansour lance une invasion militaire avec des armes à feu, notamment des arquebuses. La bataille de Tondibi marque la chute de Songhai. L'empire éclate en petits royaumes, et la région entre dans une période de morcellement politique. L'Afrique de l'Ouest ne retrouvera plus une unité impériale de cette ampleur. Les sociétés forestières de l'Afrique de l'Ouest. Introduction. Plus au sud, dans les zones forestières du golfe de Guinée, se développent d'autres types de sociétés, royaumes plus petits, mais puissants, organisés autour de forêts denses, de réseaux fluviaux, et d'une économie souvent fondée sur l'agriculture, la chasse et l'artisanat. Le royaume du Bénin. Le royaume du Bénin, actuel Nigeria, est fondé au XIe siècle par le peuple Edo. Il est dirigé par un roi appelé Lobéa. La ville de Bénin est planifiée, fortifiée, et dotée d'un système d'égouts et de rues. Le royaume atteint son apogée au XVe siècle. Il est célèbre pour ses bronzes du Bénin, chef-d'œuvre de sculpture en alliage de cuivre, représentant les rois, les scènes de cour, les divinités. Le Bénin entretient des contacts avec les Portugais dès 1485. Lobéa Ezigi échange des ambassades avec le roi du Portugal et contrôle une armée professionnelle. Le royaume d'Oigreco. Également au Nigeria, l'Oigreco est un royaume yoruba connu pour sa cavalerie puissante et sa structure fédérale. Son influence s'étend sur les autres royaumes yoruba, comme Ifé. Le royaume d'Ashanti et de Dahomey, plus tardif. L'Ashanti, Ghana actuel, et Dahomey, Bénin actuel, apparaîtront plus tard, mais leur fondation remonte à l'époque médiévale. Ces royaumes se distinguent par une organisation militaire avancée et une tradition artistique florissante. Conclusion de la partie 3. L'Afrique de l'Ouest médiévale est un espace de civilisation brillante, dont l'histoire a trop longtemps été négligée. Ghana, Mali, Songhai, ces empires ont bâti des sociétés riches, savantes, structurées. Ils ont contribué à la diffusion de l'islam, à la naissance de traditions intellectuelles puissantes, et au rayonnement du commerce africain à l'échelle mondiale. À travers l'épopée de Sundiata, les mosquées de Tombouctou, les bronzes du Bénin ou les murs de Djenné, c'est une autre image de l'Afrique qui se révèle, celle d'un continent bâtisseur, organisateur, commerçant et savant. Dans la prochaine partie de ce documentaire, nous poursuivrons ce voyage vers l'Afrique centrale, orientale et australe, pour explorer les sociétés du Congo, de la côte Swahili et du Zimbabwe médiéval. Partie 4, Société, culture, spiritualité et art en Afrique médiévale. Au cœur des sociétés africaines. Jusqu'ici, nous avons exploré les grands empires, les routes commerciales, les conversions religieuses et les évolutions politiques majeures de l'Afrique ancienne et médiévale. Dans cette quatrième et dernière partie de notre documentaire, nous allons quitter les palais royaux, les grandes batailles et les caravanes du désert pour nous immerger dans le cœur battant des sociétés africaines. Les villages, les croyances, les rôles sociaux, les arts, la musique, les traditions orales et les formes de savoir. Cette partie examine la richesse culturelle de l'Afrique médiévale à travers une multitude d'angles, la structure familiale, les rôles des femmes et des hommes, les systèmes de parenté, les pratiques religieuses traditionnelles, l'arrivée de l'islam, l'esclavage en contexte africain, et enfin, les formes d'expression artistique, musicale et intellectuelle. Les fondements des sociétés africaines rurales. La majorité des Africains à l'époque médiévale vivaient dans des villages ou de petites communautés rurales. Ces sociétés, bien que souvent éloignées du pouvoir central des grands empires, jouaient un rôle essentiel dans la production agricole, la transmission culturelle et la préservation des traditions. La structure du village. Le village africain typique était composé de plusieurs familles étendues vivant dans des habitations faites de matériaux locaux, terre battue, bois, chaume, argile séchée. Les maisons étaient généralement circulaires ou rectangulaires, avec un toit en paille.
Un village pouvait abriter entre quelques dizaines et quelques centaines d'individus, organisés autour d'un espace central souvent utilisé pour les rituels, les marchés ou les réunions communautaires. Chaque village était structuré autour d'un clan ou d'un lignage. Ces clans étaient dirigés par un chef, généralement un ancien respecté, qui agissait comme médiateur, juge et gardien des traditions. L'organisation sociale était hiérarchisée mais communautaire. Le pouvoir était exercé par consultation et consensus. Matrilinéarité et patrilinéarité. Dans de nombreuses sociétés africaines, l'héritage et la transmission sociale se faisaient par la lignée maternelle, matrilinéarité. Cela signifiait que les enfants appartenaient au clan de leur mère et que les biens étaient souvent transmis par l'oncle maternel. Dans d'autres régions, notamment islamisées, la patrilinéarité était plus courante. La matrilinéarité renforçait souvent le rôle social des femmes, qui étaient reconnues comme les piliers de la continuité familiale et spirituelle. Cela ne signifiait pas que les femmes détenaient le pouvoir politique principal, mais elles jouaient un rôle clé dans la prise de décision communautaire et l'éducation des enfants. Le rôle des femmes dans les sociétés africaines médiévales. Contrairement aux idées reçues, les femmes occupaient une place significative dans les sociétés africaines médiévales. Elles étaient mères, commerçantes, agricultrices, guérisseuses, prêtresses, parfois même reines ou commandantes militaires, comme les Kandaks de Nubie ou les Amazones du Dahomey plus tard. Rôles économiques. Les femmes cultivaient les champs, vendaient les produits au marché local et s'occupaient de la transformation des denrées alimentaires. Dans les zones commerçantes comme Djenné ou Timbuktu, certaines femmes musulmanes étaient également marchandes ou gérantes de biens, bien que la vie publique leur soit souvent plus restreinte. Rôle spirituel et politique. Dans les religions traditionnelles, les femmes étaient souvent médiums, prêtresses ou gardiennes des rites. Elles servaient de relais entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Dans certains royaumes, les reines-mères ou sœurs du roi avaient une autorité politique et rituelle considérable. Liberté sociale. Des observateurs musulmans comme Ibn Battuta, visitant l'Afrique de l'Ouest au XIVe siècle, furent frappés par la liberté sociale des femmes africaines. Elles ne portaient pas le voile, participaient à la vie publique et entretenaient des relations amicales avec des hommes en dehors du mariage. Cela choqua certains voyageurs mais témoigne de la spécificité culturelle africaine. Religions traditionnelles et cosmogonies africaines. Avant et même après l'introduction de l'islam et du christianisme, l'Afrique subsaharienne possédait ses propres systèmes religieux profondément ancrés dans la vie quotidienne. Ces croyances variaient d'un peuple à l'autre, mais partageaient certains points communs. La croyance en un Dieu suprême créateur. La présence d'esprits ou divinités secondaires. Le culte des ancêtres. La puissance rituelle des objets, des lieux, des animaux. Le panthéisme africain. De nombreuses cultures africaines pratiquaient une forme de panthéisme. Un Dieu suprême créait le monde, mais restait distant, laissant aux divinités mineures et aux esprits le soin de gérer les affaires humaines. Ces esprits résidaient dans les forêts, les rivières, les montagnes, les pierres, et pouvaient être invoqués pour obtenir la pluie, la fertilité, la santé, la victoire ou la protection. Le culte des ancêtres. Le lien avec les ancêtres était central. Chaque clan entretenait un autel, faisait des offrandes et des sacrifices, et organisait des rituels pour honorer ses morts. Les ancêtres, en retour, étaient censés protéger les vivants, guider les décisions, et influencer la chance ou le malheur. Des cérémonies complexes rythmaient les saisons et les événements de la vie, naissance, initiation, mariage, funérailles, souvent accompagnés de danse, de chants, de masques et de musique. L'arrivée de l'islam et ses impacts culturels. L'islam, introduit en Afrique dès le 7e siècle, s'implanta durablement dans le nord et le long des routes commerciales du Sahara. Il coexista longtemps avec les traditions africaines, produisant un islam africain aux spécificités culturelles fortes. Conversion des élites. Les souverains des grands empires, Ghana, Mali, Songhai, adoptèrent progressivement l'islam, pour des raisons politiques, économiques et religieuses. Cette conversion facilitait les échanges avec les marchands musulmans, ouvrait l'accès à l'éducation et renforçait la légitimité internationale.
Mais l'islam africain ne fut pas toujours orthodoxe, il incorpora des éléments des religions traditionnelles, culte des ancêtres, fêtes locales, rôle des griots, aux grandes dames des oulémas du monde arabe. Éducation et langue arabe. L'introduction de l'islam favorisa l'alphabétisation en arabe. Des madrasas, écoles coraniques, furent fondées dans les villes, et l'écriture devint un outil de pouvoir et de transmission. Les lettrés africains produisirent des traités de droit, de philosophie, de théologie, d'histoire. L'esclavage dans l'Afrique médiévale. L'esclavage existait en Afrique bien avant la traite atlantique, mais sous des formes variées. Il ne s'agissait pas toujours d'un esclavage héréditaire ou déshumanisant. Type d'esclavage. Captif de guerre, pris lors de conflits, parfois intégré à la société après un temps. Esclaves domestiques, servaient dans les foyers nobles ou royaux. Esclaves agricoles, travaillaient dans les champs appartenant aux rois ou aux grandes familles. Esclaves militaires, comme les fameux esclaves-soldats. Esclaves marchands, parfois spécialisés dans le commerce ou la gestion. Commerce transsaharien. Des esclaves étaient vendus à travers le Sahara au marché du Maghreb, du Levant ou de l'Empire ottoman. Les femmes étaient souvent utilisées comme concubines ou domestiques, les hommes comme soldats, ouvriers, serviteurs. Différence avec la traite atlantique. L'esclavage africain médiéval, bien qu'injuste, n'avait pas les mêmes caractéristiques de racialisation et de brutalité systémique que la traite transatlantique. Il était souvent temporaire, non héréditaire, et permettait parfois une ascension sociale. Art et culture matérielle. L'Afrique médiévale est l'un des continents les plus riches en production artistique, qu'il s'agisse de sculptures, de textiles, de bijoux ou d'architecture. L'art avait toujours une fonction spirituelle, politique ou cérémonielle. Sculpture et masques. Les masques sont omniprésents dans les cérémonies religieuses. Chaque masque représente un esprit, un animal totem ou un ancêtre. Ils sont sculptés dans du bois sacré, souvent peint, décorés de fibres, de coquillages ou de métal. Les sculptures en bronze, comme celle du Bénin ou d'Ifeu, témoignent d'un haut niveau technique de la cire perdue, et d'une grande finesse artistique. Les figures représentaient des rois, des guerriers, des scènes de la cour. Textiles et objets. Les tissages d'Afrique de l'Ouest, comme les pagnes Kante, Ashanti, ou les étoffes Bogolan, Mali, servaient de symboles identitaires et étaient portés lors des cérémonies. Les objets en ivoire, en perles, en or, témoignent d'un artisanat raffiné et d'un usage cérémoniel ou diplomatique. Musique, danse et oralité, l'âme vivante de l'Afrique. Instruments et rythmes. Les instruments africains sont nombreux, tambours parlants, balafons, xylophones, kora, harpluth, flûte, calebasse, hochet. Le rythme est essentiel, la musique est percussive, collective, syncopée. Elle accompagne tous les moments de la vie, naissance, mort, chasse, récolte, guerre, initiation. La danse est elle aussi omniprésente. Elle permet de canaliser l'énergie spirituelle, d'invoquer les ancêtres, de célébrer la vie. Chaque ethnie a ses styles, ses pas, ses costumes. Le griot, mémoire vivante du peuple. Le griot, ou Djeli, est un personnage central. C'est un conteur, poète, musicien, généalogiste, conseiller royal. Il connaît l'histoire des clans, les alliances, les batailles, les mythes. Il transmet la mémoire collective sans écrit, avec une fidélité impressionnante. Les griots étaient formés dès l'enfance et appartenaient à des familles de griots. Ils jouaient de la kora, récitaient des épopées comme celle de Sundiata et étaient parfois craints pour leur pouvoir de bénir ou de maudire. L'épopée de Sundiata. L'un des chefs-d'œuvre de l'oralité africaine est l'épopée de Sundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali. Transmise depuis le XIIIe siècle, cette épopée raconte l'enfance difficile du héros, sa lutte contre le roi sorcier Soumoro et son ascension comme empereur. Elle mêle faits historiques, éléments mythiques et valeurs morales, courage, justice, fidélité. Cette épopée, toujours chantée aujourd'hui, est la preuve vivante d'une culture littéraire non écrite mais sophistiquée. Conclusion, une Afrique vivante et rayonnante.
Loin des clichés d'un continent figé ou isolé, l'Afrique médiévale nous apparaît dans cette quatrième partie comme une terre foisonnante de vie, de pensée, de créativité. Les sociétés africaines ont inventé des formes originales de gouvernement, de spiritualité, d'expression artistique. Elles ont fusionné les apports extérieurs avec leurs traditions ancestrales pour créer des civilisations uniques. Que ce soit dans un village mandingue, une cour royale Yoruba, une bibliothèque de Tombouctou ou une forêt sacrée Fang, l'Afrique médiévale brille de mille feux. Elle est diverse, profonde, vivante. Et c'est cette richesse qu'il nous faut redécouvrir et transmettre, pour restituer à l'Afrique sa place légitime dans l'histoire mondiale.